à l'interview économique avec Pierre Bismuth, qui est notre invité, directeur général et responsable des gestions chez Miriam. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. On va s'intéresser à un éventuel retour à la vie normale. Est-ce qu'il est envisageable post-crise sanitaire? En tout cas, selon vous Pierre, tout dépend des campagnes de vaccination. Absolument, donc c'est ce qui avait été anticipé déjà l'année dernière. On avait vu que le marché avait réévalué les valeurs décotées donc, lors de cette séance historique du 9 novembre, suite à l'annonce du vaccin Pfizer BioNTech. Et c'est vrai qu'on voit des économies se rouvrir à différents rythmes, ce qui pèse sur l'ambiance de ceux qui sont considérés en retard. Et on voit qu'en Israël, donc, tout est en train de se rouvrir. Et on va dire que ça met la pression sur ceux qui sont, encore une fois, considérés comme en retard, comme l'Union européenne notamment. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est surtout les Européens dont on parle peut-être de manière négative concernant ces campagnes de vaccination. Et encore, il y a des disparités, on va en parler avec vous, entre ces 27. Est-ce qu'on peut parler d'échec au niveau européen concernant cette campagne de vaccination, ou est-ce que le mot est trop fort? Alors, on pense que c'est trop fort, même si on a des débats au sein de Myriad Asset Management. On voit bien que Israël est un cas particulier, mais les États-Unis ont des capacités de production. Les Britanniques font finalement une nouvelle campagne pro-Brexit suite à leur campagne de vaccination. Ça permet, c'est aussi de la politique intérieure. Sur l'Europe, on est plus contrasté parce que on a l'Union européenne qui s'est arrogée en fait une compétence qu'elle n'avait pas. Donc gérer la vaccination pour les 27 pour empêcher finalement une concurrence entre pays. Et on voit que ça manque de préparation. Parce qu'il y a même une réunion aujourd'hui autour de ça, sur et donc les dysfonctionnements de système. Exactement, donc on a finalement un aveu du président Macron hier, comme quoi c'était peut-être un échec, en tout cas c'était mal préparé, et force est de constater que c'est effectivement mal préparé, et donc on n'a pas sécurisé les doses. Alors on a certains débats sur est-ce qu'il y a des doses dans certaines régions ou pas. On voit bien que cette mécanique d'appeler par tranche d'âge fait qu'on rate des gens, donc on retarde la vaccination. Il suffit d'écouter la radio pour s'apercevoir qu'on n'a que 50% des plus de 75 ans qui ont été vaccinés parce que les gens n'arrivent pas à prendre rendez-vous. Donc on peut comparer à la dernière crise sanitaire, on va appeler ça comme ça, mais suite à la grippe H1N1, où on avait des vaccinodromes où tout le monde faisait la queue dans Paris, par exemple, pour se faire vacciner. Là, on est très très loin de ça. On a voulu miser sur Internet, mais finalement les gens, en commençant par les gens finalement qui sont le plus disruptés technologiquement, donc on voit que ça fonctionne pas, et c'est vrai que les opinions publiques, notamment en Europe, commence à extrêmement crisper. Alors, heureusement, sur les marchés financiers, on ne voit pas cette crispation arriver, notamment sur les marchés européens. Pas d'unité au sein de l'Union européenne, entre les différents pays, pas d'unité de politique vaccinale, de tout le monde est assez fait un petit peu à sa manière. Alors pas au départ. Les vaccinodromes. Oui, mais alors pas au départ, mais là on voit qu'il y a des dissensions qui arrivent, notamment à l'Est, où finalement les pays sont tentés finalement d'aller sourcer des vaccins ailleurs, notamment en Russie ou en Chine. L'Union européenne est-elle capable d'avoir cette politique globale de santé en cas de crise sanitaire? Pour l'instant, on ne le voit pas, mais est-ce que ce serait intéressant de mettre en place un système de cette sorte? Sans doute, mais on voit bien que l'Union européenne, ça fonctionne toujours par crise. Donc en 2011, on a eu la même chose avec les crises européennes, et notamment la crise de la Grèce, où on a voulu finalement être très très dur avec les Grecs. Puis finalement, on s'est radouci, puis finalement, on s'est dit, non, en fait, on va peut-être favoriser la croissance économique grecque. C'est toujours comme ça, donc on va dire que l'union se construit en marchant, mais là en tout cas à l'instant T, c'est vrai que la vaccination est assez clé, notamment pour la réouverture des économies, et c'est dommage qu'on soit en retard, et c'est dommage que finalement on a 2 vaccins européens qui finalement sont plutôt inoculés et aux États-Unis et en Grande-Bretagne plutôt que sur le sol européen. Est-ce qu'il y a des carences qui existaient déjà, qui auraient pu être
eh bien, rétabli avant ce type de crise, par exemple les fonds alloués à la recherche médicale? En tout cas, ça, j'en sais rien du tout. En revanche, on voit bien qu'il y a eu deux stratégies complètement différentes. On a eu les États-Unis qui ont financé, les États-Unis de Donald Trump, qui était tellement décrié en Europe sur sa gestion de la crise sanitaire. Finalement, quand on regarde les chiffres par million d'habitants, entre l'Europe et les États-Unis, on ne peut pas dire qu'il y a une différence flagrante, notamment sur le nombre de morts. En revanche, sur le fait de financer la recherche, là, on a quand même des anglo-saxons qui ont vraiment pris de l'avance et qui ont financé, voire à fond perdu, on aurait pu penser que c'était à fond perdu, une recherche vaccinale, mais qui finalement s'est révélée très bénéfique et on voit cette avance technologique, encore une fois, prise par des gens qui ont l'habitude finalement de faire du private equity ou en tout cas du financement public. Ça a extrêmement bien fonctionné. Et c'est vrai que les Européens sont peut-être plus timides sur ce plan-là. Est-ce que ça peut se débloquer maintenant avec cette réunion qui se tient aujourd'hui avec les 27 ? Alors la réunion aujourd'hui, c'est quand même très très technique. C'est pour organiser finalement des exportations, voire en fait mettre un frein sur les exportations de vaccins. Je pense que ça va pas résoudre grand-chose. Mieux redistribuer les vaccins, ça résoudrait pas ça ? En tout cas, il faudrait avoir des doses et je pense que c'est toute la campagne vaccinale qui devrait être revue et notamment les priorités, comment on organise finalement le fait que si on veut faire par tranche d'âge, comment on organise les choses pour que les gens n'aient pas à prendre rendez-vous, se retrouvent avec le site internet bloqué et des lignes téléphoniques qui ne répondent pas. En fait, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller se présenter et puis si on est dans les tranches d'âge prioritaires, on se fait vacciner, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, on a voulu faire compliqué, je suis pas sûr que cette réunion résolve quoi que ce soit en fait, sur le rythme de vaccination. En tout cas, je pense que tout le monde attend avec impatience d'être dans la tranche d'âge pour pouvoir se faire vacciner. Concernant les marchés maintenant, quelles conséquences économiques de cette crise et que dire de la mobilisation également des banques centrales et des gouvernements? On peut parler notamment de la normalisation des taux d'intérêt US. Oui, voilà, c'est quand même la nouvelle économique, en tout cas la nouvelle financière, on va dire, de ce début d'année. C'est vraiment la normalisation de la courbe américaine avec une réserve fédérale qui est toujours à la manœuvre et toujours avec des taux à zéro, est hyper accommodante et finalement un marché qui retrouve, qui essaye de trouver le point d'équilibre sur les taux d'intérêt et cette courbe de taux d'intérêt ne fait qu'anticiper sur la croissance future. Donc on sait qu'il va y avoir un très fort rebond aux États-Unis. La courbe des taux d'intérêt organise, en tout cas réplique en fait cette anticipation économique, ce qui a des conséquences notamment sur la rotation sectorielle qu'on voit depuis un trimestre, alors depuis novembre même 2020, où on a les valeurs des cotés qui reprennent vraiment du poil de la bête et des valeurs de croissance qui ont plus de mal à s'équilibrer. Donc on est plus dans la recherche de prix en ce moment, notamment sous l'impulsion de cette croissance économique future. Et ce rebond de la croissance, est-ce qu'on peut l'anticiper? Est-ce qu'on peut le dater à court terme, à moyen terme? On voit que la réouverture des économies, là c'est vraiment clé. On sait qu'on part d'un niveau extrêmement bas en 2020. On a quand même plus de doute sur le fait que la vaccination fonctionne et empêche non seulement la contamination et réduit fortement les symptômes. Donc on sait qu'en 2021 on va avoir une croissance économique forte. D'ailleurs tout est revu à la hausse. Maintenant le vrai enjeu, alors d'un point de vue politique, c'est que finalement les populations les plus fragiles profitent largement de ce rebond de la croissance économique et que finalement on a tout fait pour éviter des faillites et il va falloir que l'essai soit transformé et que les faillites ne se matérialisent pas. Un mot sur les performances des marchés obligataires, quel constat? Alors les marchés obligataires dans ce contexte de hausse des taux, c'est fortement en berne. C'est exactement comme sur les marchés actions, finalement tout ce qui est risqué a une prime et donc se comporte plutôt bien. On va dire que le haut rendement, même s'il est globalement autour de zéro, voire légèrement négatif, se comporte bien. En revanche, tout ce qui est, on va dire, sans risque, donc les emprunts d'État des pays développés, là, ça fonctionne vraiment mal, notamment aux États-Unis et dans
une moindre mesure en Europe. Donc on a vraiment une prime aux actifs risqués, que ce soit sur les actions ou sur les marchés obligataires. Donc nous, ce qui nous a poussé à réduire la sensibilité des portefeuilles largement en dessous de celle de nos indices pour justement ne pas être trop exposé à cette hausse des taux. On doit les surveiller de près ou pas ? Alors les taux d'intérêt, ce qu'il faut surveiller, c'est le retour de l'inflation. Donc c'est un thème qui est toujours joué par le marché progressivement dès qu'on sent de la croissance économique. On peut être partagé. On va dire que l'inflation est quand même largement sous contrôle. On a le pétrole qui peut apporter de l'inflation. Maintenant, pour nous, l'inflation, ça provient de l'inflation des salaires. Et très honnêtement, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on a du mal à la voir, à moins que Joe Biden arrive à doubler le salaire minimum aux États-Unis, ce qui serait un fort signal pour le départ de l'inflation. Je suis pas sûr que ça soit encore un thème qui se matérialise à court terme. Alors quel scénario pour Myriam ? Il y en a plusieurs, mais l'essentiel, c'est l'optimisme. Absolument, c'est toujours l'optimisme, notamment sur les marchés financiers, puisque en tout cas on a découvert le vaccin, même si le rythme peut être jugé décevant, le vaccin est inoculé sur la plupart des économies. Alors c'est vrai qu'il y a des grosses disparités entre les économies développées et les économies en développement, mais ça à la limite c'est à l'OMS de gérer ce sujet. Donc on pense à un fort rebond de la croissance. Donc dans ce contexte, on est toujours favorable aux actifs risqués. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de rotation sectorielle en ce moment, donc plutôt des portefeuilles équilibrés sur les marchés actions. Toujours. Alors là, pour le coup, court en duration, donc on reste vraiment à l'écart des emprunts d'État de longue maturité, ce qui n'était pas vraiment notre cas en 2020, mais là on a dû changer vraiment notre scénario et notre fusil d'épaule. Toujours des actifs risqués avec des portefeuilles globalement plutôt constructifs par rapport aux indices de référence à la neutralité. Merci beaucoup Pierre Bismuth, c'était l'interview économique. À suivre dans un instant, le point bourse.